Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Je retrouve avec joie en cette rentrée Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours, qui va nous parler aujourd'hui de ce qu'il se passe dans les institutions européennes depuis les élections de juin dernier. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Astrid, ravi de vous retrouver. De même. Alors, depuis les élections européennes de juin dernier, il s'est passé pas mal de choses, notamment une session constitutive du Parlement européen à Strasbourg, du 16 au 19 juillet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette session constitutive ? Alors, je vais vous dire plusieurs choses. C'est une session qu'on peut qualifier d'extraordinaire, constitutive, d'installation, d'abord du Parlement européen. Je vais y revenir dans un instant, qui est un moment clé, tous les 5 ans, qui correspond à une séquence électorale dont on a vu l'importance en France, bien entendu. Et il y a une dimension, il ne faut jamais l'oublier, on y reviendra peut-être, démocratique dans cette affaire qu'il ne faut pas, à mon avis, sous-estimer. Mais alors, avant de revenir sur ces 3 jours d'installation, c'est une anecdote, si vous me permettez, pour 2 petites secondes, de professeur, parce que j'ai fait passer des oraux début juin à mes étudiants de 2e année, et juste après les élections du 9 juin, des 6 au 9 juin. Et alors, je pose la question un petit peu bateau pour lancer les échanges avec cet étudiant, et je lui demande que s'est-il passé le 9 juin. Comme c'était une matière de droit européen, je m'attendais à ce que l'on parle des élections européennes. Et alors, non, je n'ai pas eu ça comme réponse. Alors, j'ai trouvé la réponse assez étonnante et en même temps très amusante, et je crois très révélatrice. La réponse que j'ai eue était la suivante. Le président Macron a dissous, jusque-là ça partait bien, les élections européennes. Alors, gros amalgame. Effectivement, gros amalgame. Mais je trouvais que c'était finalement une synthèse assez admirable parce que oui, la dissolution a été prononcée, d'ailleurs avant même les résultats officiels des élections au Parlement européen. Mais de fait, les médias ne se sont focalisés que sur la dissolution nationale, de l'Assemblée nationale, et de fait, oui, ça a bien dissous les élections européennes dont on n'a plus du tout quasiment entendu parler. Et d'ailleurs, est plutôt passé un peu sous les radars, si je puis dire, cette réunion d'installation du Parlement européen. Et pourtant qui a toute son importance, puisque c'est là où vont se jouer notamment les postes clés, la nomination, l'élection des présidents, des vice-présidents. Se joue en effet, lors de cette réunion d'installation, énormément d'événements liés au fonctionnement interne du Parlement européen. Puisque, et on peut citer quelques éléments, doit se décider l'élection par les députés européens eux-mêmes du président, enfin de la présidente en l'occurrence, du Parlement européen. Qui est à nouveau Roberta Metsola, la maltaise. Exactement, qui est de nouveau la maltaise Roberta Metsola, donc qui va poursuivre, qui continue finalement mandat. Sur une autre législature son mandat de présidente du Parlement européen. Se joue également l'élection des 14 vice-présidents qui forment d'ailleurs le bureau de la présidence, qui jouent là aussi un rôle important et peut-être qu'on pourra parler également des personnes qui sont nommées vice-présidents du Parlement européen et qui sont dans le même temps d'ailleurs présidents des commissions. Il y a 20 commissions au Parlement européen permanentes. Et puis se joue également l'élection des questeurs, il y en a 5. Et donc les questeurs, les 14 vice-présidents plus la présidente constituent le bureau de la présidence, qui joue un rôle extrêmement important d'organisation, des débats, de planification, des sessions. C'est une instance de travail absolument cruciale. Et par ailleurs, vont être désignés aussi, les discussions ont toujours lieu à ce moment-là, les présidents des différents groupes, j'allais dire politiques, des différents partis politiques du Parlement, et la composition des équipes. Donc c'est une réunion absolument stratégique de ce point de vue-là.
Donc pendant cette réunion, chaque député peut proposer finalement sa candidature, ou elles ont été discutées au sein des groupes. Alors, il y a quand même des discussions en amont. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre l'élection à proprement parler et puis cette période d'installation de la nouvelle législature. Il y a des discussions extrêmement intenses au sein des partis politiques. Il y a des personnes qui se dégagent. Il faut trouver des compromis. On savait d'ores et déjà que l'actuelle présidente du Parlement européen avait déjà entretenu des discussions, et d'ailleurs on en rediscutera, mais Ursula von der Leyen également a profité de ce moment pour, dans sa stratégie, parce qu'on va y revenir, elle a été élue par le Parlement européen, pour obtenir des voix, et tout simplement elle a démarché un certain nombre de députés, de représentants de groupes, etc. Donc c'est un moment politique, alors encore une fois qui est passé totalement sous le contrôle radar, mais c'est un moment médiatique, politique, absolument fondamental et absolument crucial pour le Parlement européen. Et parmi les vice-présidents notamment, est-ce qu'il y a des Français ? Alors, c'est toujours très intéressant on va parler de la France, et là en particulier du Parlement européen, de voir où se situent les Français dans l'organigramme. Il y a plusieurs postes qui sont stratégiques. Il y a les vice-présidents, il y a les questeurs. D'ailleurs, il faut que je vérifie s'il y a des Français chez les questeurs. Il y a une Française. Il y a une Française, c'est bien ce qui me semblait. Qui était déjà questeuse d'ailleurs. Qui était déjà questeuse précédemment, c'est ça. Alors son nom m'échappe sur le moment. Sur le coup. Et puis, ce qui est important également, ce sont les présidents des commissions permanentes. C'est comme à l'Assemblée nationale, les commissions permanentes sont les instances de travail de préparation de la législation européenne. Et alors, ce qui frappe, c'est qu'au titre des vice-présidents du Parlement européen, alors c'est assez, hélas, récurrent, et à vrai dire, depuis l'échec du référendum de 2002, le résultat du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, progressivement, alors ça c'est tout à fait renseigné, on le sait, les grands postes échappent continuellement, et je crois, cette année encore plus à la France. Ce qui est un signe quand même de l'affaiblissement de la position française au profit de qui? Notamment de l'Allemagne. Alors pourquoi je parle de l'Allemagne? C'est ce que reprochait d'ailleurs Thierry Breton dans un article du Monde qui est sorti là il y a 1 ou 2 jours. Eh bien c'est que nous avons effectivement un vice-président français, monsieur Younous Omarjee, qui s'occupe de la politique régionale. Il est président de cette commission. C'est un portefeuille très important bien entendu, mais on a quand même deux Allemands qui font partie de la vice-présidence du Parlement européen. Donc en termes de rapport politique, la France 1, l'Allemagne 2. Alors, on parlera sans doute tout à l'heure de la présence allemande dans la Commission européenne qui est très forte également. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons aujourd'hui de ce qu'il se passe dans les institutions européennes après les élections de juin dernier avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours. Lors de cette session constitutive du Parlement européen à Strasbourg qui s'est tenue cet été du 16 au 19 juillet, il y a également la constitution finalement définitive des groupes politiques qui vont constituer le Parlement européen et notamment les indécis, les parlementaires indécis qui finalement ont rejoint définitivement leur groupe politique. On voit quand même une montée, notamment des groupes d'extrême droite, notamment les Patriots for Europe ou l'Europe des nations souveraines, qui a quand même gagné beaucoup de députés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce nouveau visage du Parlement européen ? Je crois que vous employez la bonne formule, c'est le nouveau visage du Parlement européen, et c'est au fond, quand on étudie la composition du Parlement européen depuis les premières élections européennes de juin 1979, c'est une composition qui est... alors, au fond, qui n'est pas une surprise. Cela fait déjà assez longtemps quand même qu'on sentait que dans les États membres, à chaque élection européenne, il y avait une montée
progressive, mais cette fois-ci très structurée, des partis souverainistes, certains d'extrême droite, on peut le dire ainsi. La terminologie n'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Mais non, mais on peut se mettre d'accord sur extrême droite, évidemment. Et puis sur souverainiste ou nationaliste, appelez ça on peut employer ces termes-là. Mais c'est vraiment la nouveauté, parce qu'il y a une entrée, alors en force, peut-être pas, mais quand même une entrée assez significative de députés européens démocratiquement élus. Alors, on a l'exemple français avec le Rassemblement national qui a fait un score extrêmement élevé, comparé d'ailleurs aux dernières élections. Donc une rentrée en entrée en scène significative de députés européens qui ont un positionnement souverainiste, nationaliste, ou alors très clairement alors non pas anti-européen, on fait souvent la confusion, mais anti-Union européenne. Alors je fais cette précision parce que, à de rares exceptions quand même, y compris d'ailleurs au sein du Rassemblement national, ces partis-là ne sont pas contre l'Europe. Ce ne sont pas des va-t-en-guerre, encore une fois, avec peut-être des exceptions très individualisées. On a plutôt affaire à des mouvements politiques qui ont une certaine vision de l'Europe, l'Europe des peuples, l'Europe des nations, l'Europe des États souverains. C'est un choix politique, c'est un choix idéologique qu'il faut entendre du reste. Je crois que de ce point de vue-là, il faut comprendre ce que cela peut signifier. Mais vis-à-vis de l'Union européenne, qui est un système d'organisation de l'Europe, là quand même, qui est beaucoup plus contraignant pour les États, on le sait, dont le droit de l'Union européenne est très pénétrant et très structurant et déformant, et avec un impact considérable dans le droit des États membres, qui critique justement cette vision de la construction européenne, et en ayant en ligne de mire, alors d'ailleurs parfois très souvent avec une mauvaise analyse, mais ça c'est autre chose, en ayant en ligne de mire toujours la Commission européenne. Ils lui font, je crois, parfois un mauvais procès. Il ne faut jamais oublier qu'en bout de course, c'est quand même les États qui décident. Bon, ça c'est une première remarque. Alors, deuxième remarque, oui, vous avez raison. On a deux groupes politiques traditionnellement qui avaient une majorité relative. Le Parti populaire européen, alors qui était plutôt un parti de droite. Droite traditionnelle, libéral, pas trop conservateur. Pas trop conservateur, mais un peu. Il y a beaucoup de démocrates chrétiens allemands, par exemple, qui sont dans ce parti. Et puis, on a l'ancien Parti socialiste européen, qui s'appelle maintenant l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, l'ancien PSE. Ces deux partis, à eux deux, avaient toujours la majorité absolue. Là, la grande nouveauté, c'est que l'addition de ces deux partis politiques ne fait plus la majorité absolue. Je rappelle qu'il y a 720 députés au Parlement européen, ou alors en tout cas avec des alliances, peut-être avec les Verts par exemple, ils peuvent l'obtenir, mais ils ne contrôlent plus la majorité. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que on a le parti des patriotes pour l'Europe, à sa tête Jordan Bardella, avec 84, je reprends mes fiches, députés européens, et puis l'autre parti, l'Europe des nations souveraines, et ils sont 25. Bien. C'est le troisième parti. Oui. À eux deux, ils forment la troisième force politique du Parlement européen. Alors, je commençais en évoquant la dissolution prononcée par Emmanuel Macron le 9 juin. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a quand même une analogie, si vous voulez, en termes de composition de notre Assemblée nationale actuelle. Alors, comparaison n'est pas raison, évidemment, et puis les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on voit bien que ce qui se passe dans notre Assemblée nationale et ce qui se passe au Parlement européen se joue un peu de la même manière. C'est-à-dire que c'est une force politique puissante, présente, avec un programme idéologique très précis, bien entendu. Alors s'entendent-ils entre eux au sein du Parlement, ça européen, c'est une autre affaire. Mais qui va jouer un rôle, évidemment, de déstabilisation, ou peut-être ponctuellement, sur certains sujets, avec un système d'alliance politique, peut-être empêcher certaines législations d'être adoptées. Là, pour l'instant, on ne peut pas préjuger, on va voir comment les choses vont évoluer, il y a 5 ans devant eux, mais ce sera à surveiller exactement, d'assez près. Visages célèbres ou plus anonymes, chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion.
Des parcours inspirants qui donnent envie de s'engager, de s'émerveiller, de s'ouvrir aux autres. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce dimanche à 11h et 20h. Au pied de la lettre vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours, nous explique ce qu'il se passe dans les institutions européennes depuis les élections de juin dernier. Pierre-Yves, vous nous avez expliqué tout à l'heure que pendant la session constitutive du Parlement européen à Strasbourg, qui a eu lieu du 16 au 19 juillet, nous avons eu l'élection la présidente du PE, du Parlement européen, désolé pour la petite déformation professionnelle, de la Commission européenne aussi, qui a été élue à cette occasion. On parle souvent, on dit que c'est antidémocratique l'Union européenne, on l'entend beaucoup, mais finalement ces élections, est-ce que ces personnes sont légitimes ? Alors là, je crois que vous mettez le doigt sur une question qui me paraît essentielle et qui est récurrente, alors déjà tous les 5 ans, la question démocratique, la question de la démocratisation de l'Union européenne, ou du fondement démocratique ou de la légitimité. Alors on pourrait discuter sur les mots, la légitimité. Est-ce que tout ce personnel politique européen est-il légitime ? Est-ce qu'il y a des ressorts démocratiques profonds dans le fonctionnement des institutions de l'Union européenne ? Le sujet est sans doute parfois, peut-être, je ne sais pas s'il est compliqué, mais enfin, mérite une attention particulière. Et il est vrai, il faut bien le dire, que lors de la dernière campagne pour les européennes, alors, la France Insoumise, le Rassemblement National, mais au fond c'était un petit peu attendu, mais également c'était plus surprenant peut-être de la part de certains candidats qui appartiennent alors à l'exception peut-être du Parti Socialiste, mais à la droite classique, française j'entends, expose, et maintenant à longueur de temps, que 1, l'Europe n'est pas démocratique, 2, elle est même antidémocratique, ce qui est encore autre chose, et que 3, finalement, et en particulier la Commission, n'est pas légitime. Bon, le débat est connu, il n'est pas nouveau, et cette année, quand même, on a, lors des élections européennes en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, c'est une thématique qui revient régulièrement, y compris dans les autres États membres de l'Union européenne. C'est toujours un sujet sans doute passionnant, mais qui n'est pas si simple à traiter. Quand même, retenons quelques éléments qui méritent sans doute réflexion, et le procès fait aux institutions de l'UE, à l'Union européenne en général, de son caractère non démocratique, à mon avis, est un procès qui repose sur des arguments excessifs. De mon avis, excessif et parfois absolument infondé. Je prends peut-être deux ou trois éléments. Bon, le premier, d'abord, le Parlement européen, enfin, les députés sont élus au suffrage universel direct. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et on le redira sans doute peut-être, mais nos députés européens, le Parlement européen, c'est un législateur, un co-législateur. C'est lui qui va discuter les réglementations européennes, qui va les adopter. Il n'y a pas de différence de nature entre un député français et un député européen, dès lors qu'il est issu du suffrage, c'est-à-dire du choix des électeurs, et mon vote, enfin le vote de chacun des citoyens, n'est pas différent en termes de légitimité, en termes d'intention politique, lorsqu'on va voter pour les députés de Strasbourg ou les députés de l'Assemblée nationale. La seule petite différence, ça peut être dans le pourcentage, la proportionnelle. Bien entendu. La France a placé le curseur à 5%, d'autres pays peuvent placer le curseur à 2%, c'est le minimum. Tout à fait, voilà. C'est vrai. Donc, et là, ça avait été un débat assez fameux. La proportionnelle, par définition, repose sur un pourcentage de voix obtenues par les candidats. Le Conseil constitutionnel, à l'époque, avait été saisi, justement, sur le point de savoir si cette loi qui organise les élections européennes et puis qui considère que 5%
10%, c'est la limite à franchir pour avoir une représentation et ne porter pas atteinte à la notion de démocratie, de représentation, de représentativité. Il a estimé que non. Alors, on pourrait discuter à perte de vue. Il y a certains États, il n'y a pas de seuil, ou alors, en tout cas, je crois que c'est 2%, c'est entre 2 et 5%. C'est ça, ouais. 2% étant le seuil le plus bas. Par ailleurs, la Commission européenne fait l'objet d'attaques absolument régulières, et l'un des arguments qui me fait toujours sourire, c'est de dire Ursula von der Leyen, puisqu'on parle d'elle dans son précédent mandat et dans le nouveau, n'a aucune légitimité démocratique, vraiment elle est à la tête d'une institution antidémocratique, allez on y va, illégitime, parce que les membres de la Commission européenne, et à commencer par elle, ne sont pas élus. Alors je suis toujours fasciné que ces personnes qui tiennent ce discours n'aient pas pris le soin à un moment donné de lire les articles du traité sur l'Union européenne, en particulier de mémoire c'est le 17, qui expose la procédure de désignation et d'élection de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a été élue 2 fois lors de son précédent mandat et le 18 juillet dernier par les députés européen. Elle a obtenu 401 voix. Par qui? Par des députés élus au suffrage universel direct. C'est une élection, donc, Ursula von der Leyen, au suffrage universel indirect. Voilà. La question de la légitimité, là, on pourrait commenter à perte de vue, si vous voulez, le sujet, mais le fait est qu'elle a été élue par des députés eux-mêmes élus au suffrage universel direct. Donc, expliquer qu'elle n'est pas légitime, ou que la Commission, elle en particulier, la présidente, n'a pas de légitimité et qu'il n'y a aucune dimension démocratique sur ce point, je pense que c'est un argument qui est tout à fait excessif. Et puis on reparlera sans doute, parce que c'est aujourd'hui, que les candidats commissaires, d'une certaine manière, sont aussi élus par les députés européens. Alors non pas en assemblée plénière, ce qui a été le cas pour Ursula von der Leyen, mais dans le cadre de commissions spéciales qui sont constituées. Et c'est aussi par un processus électif, sur lequel peut-être nous pourrons revenir, qui confère à la Commission européenne incontestablement, alors j'ai employé le terme, une certaine légitimité. Mais expliquer qu'il n'y a aucune légitimité, alors d'abord juridiquement c'est faux, enfin politiquement c'est faux, et nous avons des procédures juridiques qui finalement, juridiquement, nous enseignent plutôt le contraire, je pense. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que Madame von der Leyen est issue des chrétiens démocrates, du parti politique allemand chrétien-démocrate, qui fait partie du Parti populaire européen, voilà, qui est le parti majoritaire, plus majoritaire sièges, au Parlement. Alors ça c'est un élément, effectivement, c'est tout à fait raison de le rappeler. C'est le fameux Spitzenkandidat. Les fameux candidats tête de liste, voilà, qui est issu du droit électoral allemand, effectivement. Bon, alors qui n'a peut-être pas produit tous les effets qu'on aurait voulu, mais au fond on y a trouvé des éléments qui me semblait important de ce point de vue-là, puisque porté par le parti majoritaire, vous avez raison. Et puis, j'ajoute peut-être pour terminer sur ce point, que dans la procédure de désignation ou d'installation, si vous voulez, de la présidente de la Commission européenne, à l'issue des élections au Parlement européen, le Conseil européen doit tenir compte des résultats des élections, c'est-à-dire du choix des peuples, des États membres, enfin des citoyens européens plus précisément. Il y a donc une coloration politique. C'est une obligation, tenir compte du choix des électeurs pour proposer un candidat au Parlement européen. Mais ça suppose que les 27 chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord sur un ou une candidate. Nos 27 chefs d'État ou de gouvernement en Conseil européen se sont mis d'accord, certains étaient hostiles. D'ailleurs, la majorité, elle a été, c'est la majorité simple d'ailleurs, juste pour Ursula von der Leyen, mais enfin, néanmoins. Et je rappelle quand même que nos chefs d'État ou de gouvernement, prenons l'exemple d'Emmanuel Macron, on peut être d'accord ou pas avec ses choix politiques, mais il a quand même été élu au suffrage universel direct il n'y a pas tellement longtemps, c'est-à-dire que nos 27 chefs d'État ou de gouvernement sont eux-mêmes issus d'élections nationales. Donc si vous voulez, l'espèce de continuum démocratique ou comment pourrait-on dire encore, de lien démocratique de part en part, pour l'installation sur les grands postes comme la présidente de la Commission, je pense qu'il faut le rappeler. Et ensuite, on peut faire les commentaires que
l'on veut. Mais il y a quand même ces éléments-là qui sont intangibles et qui méritent réflexion. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Ah, nous venons d'écouter Jaune toujours, ici Bruxelles. Jolie chanson donc autour de la multiculturalité à Bruxelles. Multiculturalité qui est illustrée par notamment les commissaires européens issus des 27 États membres. Alors justement, qu'est-ce qui se passe avec les commissaires européens ? Comment ça se passe leur nomination ? Est-ce que elle a commencé le 2 octobre ? Comment ça se passe, Pierre ? Oui, alors que se passe-t-il ? Si vous voulez, au fond, c'est le dernier temps de l'installation de la commission. Donc, la présidente, donc on l'a dit, a été élue le 18 juillet par le Parlement européen. Au mois de septembre, le 17 septembre, Ursula von der Leyen, alors en accord avec les États évidemment, a constitué son équipe de commissaires en attribuant pour chaque candidat commissaire, pour l'instant on est au stade des candidats commissaires, les différents portefeuilles. Alors là aussi, c'est un moment extrêmement politique, ça se fait en concertation évidemment avec les États. Ursula von der Leyen joue un rôle politique très très fort in fine, parce que c'est elle qui va décider que tel portefeuille reviendra à telle personne, alors évidemment en discussion avec les États. Et il y a aussi beaucoup de stratégie dans le fait de confier tel ou tel portefeuille à tel ou tel commissaire de telle ou telle nationalité. Il y a un rôle politique quand même de ce point de vue-là qui est très important. Mais une fois que l'on a dit ça, donc les portefeuilles ont été attribués, je dis bien aux candidats commissaires, puisque l'installation définitive, c'est l'avant-dernière étape de la Commission européenne, nécessite que tous les candidats commissaires, les commissaires pressentis, se présentent individuellement, c'est un moment important, se présentent individuellement devant des commissions du Parlement européen qui sont constituées spécifiquement pour cette occasion. Et les auditions ont eu lieu le 2 septembre, le 2 octobre, à partir du 2 octobre. C'est un moment important, doublement. Le premier, chaque candidat a plutôt intérêt de bien préparer son dossier. Admettons, le commissaire qui va s'occuper de l'agriculture a intérêt d'être particulièrement calé sur les questions agricoles, ça semble assez évident. Nous avons comme candidat, comme commissaire pressenti, Monsieur Séjourné, notre ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Stéphane Séjourné, sur la question de la stratégie industrielle et de la prospérité. Et c'est le cas pour tous les autres candidats avec les portefeuilles qui sont les leurs. Bien. Eh bien, le Parlement européen crée pour l'occasion des commissions, qui correspondent d'ailleurs à la composition politique du Parlement européen, et chaque candidat commissaire est auditionné. Il se présente, il évoque ce qu'il va faire. Vous imaginez qu'il y a quand même beaucoup de concertation avec la présidence pendant les 5 ans de son mandat, quelles sont ses orientations politiques, etc. Et ensuite, il est soumis à des questions des différents députés, qui sont souvent des questions difficiles, parfois même, ça c'est toujours intéressant de revoir les vidéos, il y a des prises de parole qui sont parfois très critiques sur le candidat, sur son parcours, etc. Et à l'issue de ces auditions, il va y avoir un vote qui va être fait au sein de ces commissions. Et c'est-à-dire que, impérativement, il faut que le candidat commissaire soit, alors si je dis adoubé, c'est pas le bon terme, mais satisfasse, pour le moins, aux membres de la commission en question, encore une fois des députés européens élus au suffrage universel direct. Et il ne faut pas sous-estimer ce moment-là, parce qu'il y a eu des hypothèses nombreuses, y compris d'ailleurs lors de la précédente campagne en 2019, la candidate française Sylvie Goulard, oui, qui avait été proposée par Emmanuel Macron pour être commissaire, eh bien, elle n'a pas du tout été retenue, ce qui avait obligé Emmanuel Macron de la remplacer. Bon, oui. Alors, même configuration, mais dans un autre contexte cette fois-ci, puisque Thierry Breton, finalement, a été évincé. Enfin,
clairement. Bon, on dit qu'il a démissionné. Non. Et donc, ce n'est pas le cas. Donc, on peut avoir des surprises. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a eu des discussions extrêmement tendues sur certains candidats commissaires qui peuvent tout simplement ne pas être retenus. Et donc, ça allonge, bien entendu, la procédure. Là où je veux en venir, c'est que l'intervention des députés européens au sein de ces commissions, eh bien, là aussi, donne une légitimité, sans doute indirecte, aux candidats commissaires. Et ça, c'est la dernière étape. L'ultime étape, théoriquement au 1er décembre, si tout se passe bien, c'est le grand discours, allez, je vais dire comme ça, de politique générale de la présidente de la Commission européenne, avec toute son équipe qui est constituée, et le vote d'investiture, encore une fois, du Parlement européen. Et ça ne s'est jamais produit, mais on peut très bien imaginer que les députés européens, pour des raisons politiques diverses, refusent de donner sa confiance à la Commission européenne. Vous voyez, le vote d'investiture est obligatoire pour la Commission européenne. Nous avons eu le discours la semaine dernière de notre Premier ministre, Michel Barnier, qui n'a pas engagé sa responsabilité, qui n'a pas demandé aux députés de l'Assemblée nationale de voter la confiance. Le vote de la confiance au Parlement européen est obligatoire. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a plus de démocratie parlementaire à Strasbourg qu'à Paris. Ce serait excessif, évidemment, mais là aussi c'est un élément de réflexion. Donc on voit bien quand même que à toutes les étapes, même si la démocratie n'est pas forcément directe et directement exercée par les citoyens, et finalement il y a une légitimité certaine de toutes les personnes qui sont présentes dans les grandes institutions de l'Union européenne. Oui. Je pense qu'il y a, mais la formule que vous employez me semble bonne, il y a une légitimité certaine, ou une certaine légitimité. L'Union européenne n'est pas un État, on est d'accord, mais ces éléments-là ressemblent quand même à des procédures politiques et démocratiques qui existent dans les différents États membres. Ces éléments-là, il faut quand même les prendre pour ce qu'ils sont. Les mots ont un sens, les procédures ont un sens. Sauf que la question démocratique et la question de la légitimité, c'est autre chose que de simples procédures et autre chose que des mécanismes juridiques. C'est quelque chose de plus profond rapporté aux citoyens. Alors, est-ce que les citoyens y trouvent leur compte ? Ça, c'est un autre élément de discussion. Ce serait un autre débat. Et à mon avis, c'est un vrai débat. Il y a un autre débat d'une nature différente. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Mais que se passe-t-il dans nos institutions européennes après les élections de juin ? Réponse avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours. Donc Pierre-Yves, vous avez évoqué avec nous les élections des commissaires, de la présidente du Parlement européen, de la présidente de la Commission européenne. Il y a d'autres choses aussi qui se passent, notamment dans les directions générales. Il y a des turnovers un petit peu aussi. Donc les directions générales, c'est ce qu'on pourrait un petit peu appeler des ministères, entre guillemets, européens. Donc, ce qu'on appelle les DG dans notre jargon, direction générale. Donc, il y a par exemple, direction générale de l'agriculture, des transports, des énergies, etc. Donc, et là aussi, il se passe des choses. Ah oui, il se passe des choses. Là aussi, il y a des éléments à la fois politiques et stratégiques de haute intensité, si je puis dire, et peut-être donner quelques éléments de discussion ou de réflexion. De mémoire, il y a 22 directions générales à la Commission européenne. Alors quand vous dites des ministères, c'est exactement ça. Si on parle de la direction générale de l'agriculture et de l'environnement, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement en France. Il y a une analogie évidente, sauf que c'est l'Union européenne, on parle de direction générale. Bon. À la tête de ces directions générales, bien entendu, nous avons un commissaire. Alors vous allez me dire, 27 pays, 22 DG, direction générale, oui, mais il y a tout simplement certains commissaires qui chapeautent plusieurs directions générales, qui sont au fond des services de type ministériel. Puis on a un commissaire aussi. Voilà, qui est le vrai président, c'est une femme d'ailleurs, oui. Kallas, qui est estonienne, et qui est la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune. C'est un poste absolument stratégique sur le plan diplomatique et sur le plan de la sécurité, qui fait partie du Conseil européen, bien entendu, et qui occupe cette fonction à proprement parler, et qui est vice-présidente de la Commission. Faut bien intégrer ça aussi, c'est que dans la Commission européenne, on a aussi quelqu'un qui représente les États et qui a été désigné d'ailleurs par les chefs d'État ou de gouvernement. C'est la vraie vice-présidente. Il n'y en a qu'une, du reste, ou un. Et
s'ajoute à cette vice-présidence institutionnelle ce qu'on appelle des présidents exécutifs, qui est un titre technique, mais ce n'est pas du tout les mêmes fonctions que le vice-président. Et les présidents exécutifs, comme Stéphane Séjourné, qui est vice-président exécutive, le place de vice-présidence exécutive pour la prospérité et la stratégie industrielle, c'est qu'il est en position de surplomb par rapport à certaines DG et par rapport à d'autres commissaires. Donc voilà, il va travailler en coopération avec d'autres commissaires. Mais finalement, c'est assez transversal aussi. Évidemment, ils travaillent tous un petit peu ensemble aussi. Bien entendu, c'est un organe collégial. Bien. Alors, pourquoi c'est stratégique, les directions générales? Parce que vous avez à la tête des directions générales, un directeur général. Donc il y a le commissaire, ça c'est la personnalité politique, et le directeur général, c'est lui qui va faire tout le travail de proposition, d'organisation, de réflexion. Ce sont des experts de très 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 haut niveau, bien entendu, qui sont à la tête de CDG. Alors ça n'apparaît pas toujours de manière suffisamment claire, je crois. C'est ça ce qu'il faut regarder. Qui dirige les DG et qui dirige les grandes directions générales? Les grandes directions générales, c'est l'économie, c'est les finances, bien entendu, c'est tout ce qui concerne le marché intérieur, bien entendu, le numérique, vous imaginez bien. Et là, il faut le dire, la France a perdu des places. Et en particulier, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 6 directions générales sont occupées par des Allemands. Je rappelle que la présidente de la commission est une Allemande. Je rappelle qu'il y a 2 vice-présidents du Parlement européen qui sont allemands. Et je rappelle que le juge allemand de la Cour de justice va entamer, c'est historique, un 4e mandat, ça fera 24 ans qu'il est à la Cour de justice. Enfin, ça fera 24 ans total quand il aura fini son quatrième mandat. Alors, Thierry Breton s'est offusqué de cela en disant « Oui, c'est le retour de l'Allemagne, c'est une Europe allemande. » Bah oui, c'est une Europe allemande, bien entendu, ne serait-ce que parce que sa présidente est allemande. C'est pas ça ce qu'il faut regarder. C'est que l'Allemagne a su, politiquement, alors, le terme est ce qu'il vaut, placer à des postes absolument stratégiques des Allemands. On ne peut pas reprocher à l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, de jouer la carte institutionnelle. C'est pas l'Allemagne le problème, si vous voulez. C'est clairement la France, mais depuis, une quinzaine d'années, et singulièrement avec Emmanuel Macron, qui n'a pas été en mesure de défendre les postes stratégiques. Et d'ailleurs, anecdotiquement ou juridiquement sur un plan technique, Stéphane Séjourné, qui va s'occuper de la prospérité et de la stratégie industrielle. Très bien, prospérité c'est pas rien, et la stratégie industrielle c'est pas rien, surtout dans le contexte internationalisé comme les GAFAM typiquement, notamment sur la question du numérique. Sauf que la politique industrielle ou la stratégie industrielle, ce sont des compétences qui ne relèvent pas de l'Union européenne. Ce ne sont pas des compétences exclusives, comme la monnaie unique par exemple, ou la politique de la concurrence. Ce ne sont pas des compétences partagées typiquement comme le marché intérieur, ce qu'on appelle des compétences de coordination. Ce sont des compétences, la politique industrielle, qui relèvent des États. Des États. Alors ils se coordonnent entre eux, et évidemment au plan européen. En clair, ce que va avoir comme portefeuille M. Stéphane Séjourné, ce sont des belles formules et des belles phrases, mais qui, juridiquement, ne correspondent pas à une compétence pleine et entière de l'Union européenne. Donc, stratégie industrielle, que va-t-il dire, que va-t-il faire? Je trouve presque que c'est vexatoire. Voyez-vous, je vous donne mon point de vue, très personnel. Enfin, personnel, mais justifié par ailleurs. Sur le plan du droit, c'est un poste honorifique parce qu'il est vice-président exécutif, parfait. Mais la matérialité, si vous voulez, la substance de son portefeuille, franchement, c'était pas grand-chose. Donc, on a perdu une place institutionnelle décisive. Et je crois qu'il n'y a aucun Français à la tête des directions générales. Ce qui n'a pas du tout été le cas pendant des décennies, dans les années 60, 70, 80, 90, où nous étions extrêmement présents. La France. Il faudra redresser la barre dans les prochaines années. Un dernier petit mot peut-être sur l'agenda stratégique qui a été adopté par le Conseil européen le 27 juin dernier.
car les États doivent se coordonner, notamment sur la prochaine, les prochains 5 ans à venir, se projeter ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet agenda stratégique ? Oui, rapidement, vous avez raison de le rappeler. Alors, il faut comprendre le calendrier. À partir du 1er décembre, normalement, les grands postes, qu'on appelle les top jobs, dans le langage bruxellois, vont être pourvus. Président de la Commission, président du Parlement européen, le haut représentant, le président du Conseil européen, Antonio Costa, ancien Premier ministre portugais pendant un peu plus de 8 ans, qui est élu d'ailleurs par les chefs d'État ou de gouvernement, pour organiser les sessions du Conseil européen. Donc, au 1er décembre, normalement, c'est reparti pour un tour, pour 5 ans, et à peu près un mandat à peu près synchrone, si vous voulez, entre le Parlement et la Commission, très bien. Et on va avoir 2 institutions qui vont jouer un rôle majeur en termes de programmation politique. La Commission européenne, alors on aura des éléments, si vous voulez, lors de l'investiture, on a déjà des éléments de la Commission, ça c'est le programme législatif, si vous voulez, et politique de la Commission européenne, c'est une chose, mais il n'y a pas que la Commission dans l'Union européenne. Il y a bien sûr les États. Et en particulier le Conseil européen, qui est l'organe décisionnel politique majeur, qui décide dans l'Union européenne, c'est ce que j'expose souvent à mes étudiants. Ne cherchez pas, ce sont les États, en Conseil européen. Bien. Et après, il y a toute la mécanique institutionnelle qui se déroule. Eh bien, le Conseil européen, donc en se projetant sur la période 2024-2029, a adopté le 27 juin 2024 ce qu'on appelle l'agenda stratégique, au fond, qui est, comme son nom l'indique, les grands rendez-vous stratégiques, politiques, économiques, sur les 5 ans qui arrivent, du point de vue des États. Eh bien, il y a 3 axes, alors qui sont toujours les mêmes, avec des formules sur lesquelles on pourrait discuter, c'est le fameux langage bruxellois, très politique, oui, il faut se mettre d'accord à 27 là-dessus. Premier axe, c'est une Europe libre et démocratique. Il faut défendre les valeurs fondamentales de l'Europe. La dignité humaine, la liberté, l'égalité, l'état de droit. C'est l'article 2 du traité sur l'Union européenne. C'est les grandes valeurs socles, communes d'ailleurs, aux États membres et les valeurs en soi de l'Union européenne. Oui, effectivement, une Europe libre et démocratique. Démocratique, on en parlait. Il y a un deuxième axe, alors j'aime pas trop la formule, mais j'aime pas. Une Europe forte et sûre. Une Europe forte et sûre. Ça veut tout dire et peut-être pas grand-chose, je sais pas. C'est très politique. Cet axe-là doit mettre l'accent sur le renforcement de ce qu'on appelle la souveraineté de l'Union européenne. Le terme est impropre, on pourrait discuter là-dessus, mais voilà, l'idée c'est l'autonomie, la puissance de l'Union européenne qui doit jouer sur la scène internationale un rôle stratégique, et hélas, il y a beaucoup de chantiers fort compliqués sur le plan international, comme on le sait. Assurer également la gestion globale des crises pour protéger les citoyens, et notamment sur la question migratoire. Et puis il y a un dernier axe, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, ce sont trois objectifs, mais qu'on retrouve encore une fois régulièrement depuis plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs. Une Europe prospère et compétitive, on a tous les éléments sur le plan économique, la simplification des procédures, la relance, la performance du marché intérieur, la relance de l'économie et de la compétitivité, le programme économique libéral que l'on connaît, qui fait partie des éléments essentiels de la construction européenne. Donc affaire à suivre dans les 5 prochaines années. Oui. Merci beaucoup Pierre-Yves Monjal. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Europe Direct. À très bientôt.